Merci d'être présent aujourd'hui pour effectivement ce nouveau live panel. C'est un événement que l'on instaure depuis quelques mois maintenant. Aujourd'hui, un live panel sur la partie Open Finance, le sujet Open Finance, vaste sujet que l'on va traiter avec nos 4 experts et plus spécifiquement sur la thématique de l'accès à la donnée d'investissement et l'optimisation du conseil client. Quelques recommandations avant de pouvoir donner la parole à nos 4 experts. Effectivement, donc comme vous le voyez, l'idée est de couper votre micro pour éviter les bruits parasites et pour avoir une bonne écoute de ce que vont nous raconter nos différents experts et qui sera sûrement, j'en suis sûre, même très riche en insight. Utilisez la fonction de chat si vous voulez poser vos questions ou faire des remarques. Nous avons des personnes côté Linkso Connect présents pour potentiellement répondre à ces questions ou, le cas échéant, nous pourrons les traiter pendant l'événement ou a posteriori. Et justement, c'est une bonne transition sur la partie Q&A, donc questions et réponses, qui se déroulera en fin de présentation pour pouvoir vous, vous laisser la parole et du coup poser vos questions en séance. Et comme c'est indiqué, n'hésitez pas à annoncer votre prénom et votre nom lorsque vous pourrez poser vos questions. Le tout dernier point, effectivement, vous le voyez, ce live panel est enregistré et sera diffusé après coup par nos équipes. Donc, vous recevrez des communications pour pouvoir accéder au live panel en ligne et pouvoir le réécouter le nombre de fois que vous le souhaitez. C'est assez perturbant, je ne vous vois pas, donc c'est assez intriguant. Maintenant, de toute façon, je vais laisser la parole à nos experts pour se présenter et ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Karine, je te laisse commencer, te présenter en quelques mots. Bonjour à tous, donc je suis Karine Chalmet, je suis Product Owner sur donc la partie Wealth chez Linkso, d'où ma présence dans ce live panel. J'ai une expérience plutôt gestion d'actifs et distributeur banque et assurance vie aussi, donc plutôt transversal mais métier. Pascal? Oui, très rapidement, bonjour à vous toutes et tous. Donc, je suis Pascal Koenig. Donc, certains m'ont connu dans une ancienne vie où j'étais patron des activités asset management de Deloitte France. Mais aujourd'hui, je dirige un petit cabinet qui vise à faire le lien entre producteurs et distributeurs de produits financiers. Charles? Merci Aurélie, bonjour à tous. Donc, Charles Sagnac, je suis responsable chez Amundi d'une partie des offres d'Amundi Technologies, qui est notre team métier dédié à la distribution de solutions technologiques pour le monde financier, et je m'occupe plus particulièrement de toutes nos solutions technologiques pour les distributeurs d'épargne au sens large. Et enfin, Anthony pour compléter. Bonjour à tous, donc je suis Anthony Cutron, je suis le gérant et directeur commercial de Fletesia, qui est un éditeur de logiciels spécialisé dans les secteurs de la finance, donc principalement des solutions de courtage en crédit immobilier, rachat de prêts, des logiciels de courtage en crédit professionnel, et puis donc là, le logiciel Serenisia de gestion de patrimoine. Voilà. Super. Du coup, je vous propose qu'on commence par la première question et notamment un état des lieux sur du marché actuel et de la situation actuelle pour un épargnant français et son conseiller en gestion de patrimoine. Karine, je te donne la main. Oui, alors volontiers. Donc, j'ai l'honneur d'ouvrir la discussion autour du sujet de l'Open Finance. Donc, avant de commencer, donner la parole à nos autres experts, je vais reprendre en fait les définitions de qu'est-ce que l'Open Finance par rapport à l'Open Banking qu'on connaît, je pense maintenant assez bien, qui est l'ouverture des données bancaires qui sont liées au compte courant, carte de crédit, paiement. Et donc, du coup, en opposition, ou plutôt dans la continuité de l'open banking et de l'ouverture de ces données, on a l'ouverture des données d'investissement, la récupération, la récolte des investissements. Alors, pas uniquement le compte d'épargne, qui était quelque chose qui était déjà
en marche, fonctionnelle, mais aujourd'hui, on est plus dans une dynamique de comment exploiter, comment utiliser l'agrégation des comptes d'investissement ainsi que les sous-jacents qui sont dans ces comptes. Alors le graphique ici, c'est une évolution, c'est une illustration, donc c'est pas, faut pas prendre ça comme argent comptant. C'est évidemment pas la représentation stricte pour chacun d'entre nous, mais l'idée c'est de vous montrer en fait tout au long d'une vie l'accumulation de comptes, de types de comptes d'épargne qu'on va avoir. Et donc en fait, si on rajoute une dimension d'établissement, on s'aperçoit, on peut vite faire le constat finalement qu'on a une accumulation d'espace client avec un accès, donc login, mot de passe qu'on a oublié, je vous passe les détails, mais du coup un éparpillement en fait de nos actifs. Et finalement, c'est assez difficile aujourd'hui de retrouver une vision agrégée 360 de ces actifs. Donc là, le but de ce graphique et de cette introduction, c'est de faire le constat qu'aujourd'hui, on a un éparpillement, une multiplicité de types de comptes et donc une difficulté finalement d'avoir une vision aussi de l'exposition financière de ces actifs. Je vais peut-être compléter les propos de Karine, si elle a fini de décrire ce graphe. Alors ce graphe, il est très bien, mais il mérite d'être complété, hein, comme l'a dit Karine. D'abord, c'est ce qu'on évoque souvent tous les deux, c'est qu'il manque la troisième dimension de ce graphique, et puis les poids respectifs un petit peu de chaque brique. Alors, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est d'apporter une petite pierre à cet édifice, d'une part en rajoutant que on parle souvent, notamment dans les patrimoines financiers des ménages, du poids de l'immobilier. Alors, c'est vrai qu'il est important, ce patrimoine, hein, puisque on a des taux de propriétaires qui sont forts, hein, puisqu'on est à des taux de propriétaires qui sont supérieurs à 50% en France, mais ils ne sont pas déments par rapport à ce qu'on voit en Europe. Ils sont clairement dans la moyenne, hein, puisqu'on a des pays même qui sont très largement supérieurs à nous. Donc, des taux de propriétaires qui sont forts. Et lorsqu'on regarde la part de la résidence principale dans la richesse brute des ménages propriétaires, on est à des taux de 68% pour la moyenne des épargnants. Alors, si on garde tout le patrimoine immobilier physique, on est 10 points de plus, hein, donc ça représente quand même des montants assez considérables. Ce que j'aimerais de mettre en perspective, c'est que ceci n'est vrai qu'en moyenne, lorsqu'on regarde d'une façon beaucoup plus détaillée par type de population, et lorsqu'on regarde notamment sur les ménages les plus aisés, donc les 5% les plus aisés, la part de la résidence principale dans la richesse brute des ménages descend à 37%. Donc, ce qui laisse la place aux autres produits. Et lorsqu'on regarde ces autres produits, on va rebondir directement sur ce que évoquait Karine. On a une multiplicité de produits d'épargne dans ce pays. Là, vous voyez, donc on l'a évoqué rapidement. Moi, j'en ai dénombré plus d'une dizaine, en gros, hein, à la fois des produits courts et des produits à plus long terme. En gros, selon les études que nous, on fait d'une façon régulière, là, je suis sorti des sources sur une étude qui n'est pas encore sortie, mais qui va bientôt sortir, et sur des stats de décembre 2022 par Opinionway, on est sur des éléments de 3,5 produits détenus en moyenne par épargnant, ce qui est énorme, hein. Donc, bien évidemment, lorsqu'on a cette masse de produits, c'est compliqué, effectivement, d'avoir une vision complète de son patrimoine. Un autre point que j'aimerais bien rajouter, c'est sur le poids de la gestion conseillée. Alors, le poids de la gestion conseillée, on pourrait se dire qu'à partir du moment où on a un conseiller qui est là pour nous aider, c'est plus facile de faire le tri des produits et de les mettre en position des projets d'épargne. Or, ce n'est pas le cas puisque vous avez une population en France qui aujourd'hui considère qu'ils n'ont pas besoin de faire appel à des tiers experts sur ce domaine. Les chiffres varient entre 35 et 45% des statistiques. Là, je vous ai mis une statistique très récente. Mais ce que l'on voit surtout, c'est qu'il y a 15% seulement aujourd'hui des épargnants, qui soient classiques ou patrimoniaux,
qui s'appuie sur l'expertise d'un CGP ou d'un banquier privé. Donc le taux est assez faible en matière de conseil. Je rajouterai juste un dernier point pour mettre en exergue cette nébuleuse des produits d'épargne, c'est qu'à ces produits individuels que l'on va chercher auprès de nos conseillers bancaires ou patrimoniaux, on a aussi le rôle de l'entreprise, puisqu'à cette épargne individuelle, vous rajoutez une épargne collective. Et en fait, vous doublonnez le rôle de statut d'épargnant et le statut de salarié. À tel point, par exemple, sur l'épargne retraite, vous allez pouvoir cumuler à la fois ce point du PERCO et du PER individuel. Il faut savoir qu'il y a 10 millions, à peu près 9,5 millions exactement, de salariés qui bénéficient aujourd'hui d'un PE, d'un PERCO ou effectivement de l'actionnariat salarié, et que déjà, il y a 25% des entreprises qui proposent un PERCO à leurs salariés. Alors, on voit que le schéma est très complexe aujourd'hui. Merci Pascal et Karine pour ces informations concernant les épargnants. Donc moi, je vais vous parler plutôt aussi des conseillers, parce que du côté des conseillers en gestion de patrimoine, il existe des solutions logicielles qui permettent l'agrégation des actifs. Donc ça vient en aide aux conseillers tout simplement pour optimiser l'accompagnement de son client. Donc l'agrégation, ça permet surtout d'avoir une vision 360 degrés du patrimoine de l'épargnant. Et ça permet aussi de lui proposer des ajustements du coup en temps réel, puisqu'on a accès en temps réel à l'information, parfois même sans attendre un rendez-vous avec le client, puisqu'on peut prendre les devants quand on est conseiller et commencer à préparer l'entretien ou préparer un conseil qu'on va prodiguer à son client. Et donc avec ces solutions, on peut ensuite solliciter directement des branchements vers les supports de placement pour générer du capital, donc des fiscalisations au PCVM, assurance vie, etc. Et on peut après retrouver ces placements directement dans l'agrégateur. C'est là l'avantage. Et donc on a comme ça une boucle qui est bouclée, puisqu'on va à la fois chercher les placements, mais aussi après on peut les piloter en temps réel au quotidien. Voilà. Merci Anthony. Moi, je vais juste rebondir sur 2-3 points qu'ont évoqués notamment Pascal et Karine. Peut-être le premier point de Karine, c'est sur la multiplicité et la complexité des enveloppes fiscales. C'est vrai que ça peut être un peu aussi propre au marché français. Je dirais pas que. Je pense que de facto, on a de plus en plus, pas de type d'enveloppe, mais une multibancarisation qui fait que il y a de plus en plus le client va construction consulter beaucoup plus d'acteurs financiers pour la gestion de son épargne au sens large. Donc, il est beaucoup moins fidèle, je pense, que dans les décennies précédentes. Et donc, ce qui fait qu'il a par construction un patrimoine financier qui devient de plus en plus complexe. Ça, c'était le premier point, je pense, qui est très pertinent et qui rejoint, on va dire, le thème de ce panel sur l'open finance, parce que je pense qu'il est clé. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est je pense que très pertinent de Pascal sur la clientèle que j'appelle non conseillée. Donc c'est près de la moitié des épargnants, donc on parle de millions de foyers qui aujourd'hui ont de l'épargne et qui sont non conseillés, donc ni par un CGP, ni même par sa banque généraliste qui pourrait lui apporter potentiellement un premier niveau de conseil. Et donc je pense que c'est une tendance de fond qui française et qu'on voit aussi ailleurs et qui a vu aussi l'émergence de pas mal de nouveaux acteurs. Dans les statistiques il y avait 6% de ces épargnants qui allaient essayer de traiter une partie de leur épargne sur les plateformes digitales. On voit cette tendance de fond avec notamment toute l'émergence de ce qu'on appelle les robots advisors qui viennent un peu des États-Unis et on va plutôt du monde anglo-saxon. On a vu aussi apparaître en France, donc avec une croissance de part de marché qu'on voit. Et donc, samedi, on adresse aussi ces sujets avec différents acteurs comme WeSave en France, comme un robot advisor qu'on a acheté en Autriche qui s'appelle Savity. Mais on voit que la croissance est quand même, on va dire, limitée. En tout cas, la part de marché de ces acteurs-là on va dire, est en croissance, mais on ne dit pas autant qu'on pouvait l'espérer. Donc, cette part de clients non conseillés reste aujourd'hui toujours non conseillé. Et je pense que c'est un des éléments clés, comment adresser cette population-là. Tous les acteurs essayent de l'adresser, donc tous les acteurs traditionnels, mais également les acteurs digitaux. Et également les acteurs,
Anthony se placer du point de vue du conseiller, mais il y a des acteurs digitaux qui veulent aussi rendre la main de l'épargne à l'épargnant lui-même en essayant de proposer ce qu'on appelle les processus self-care où le client va pouvoir s'auto-gérer, donc trouver du conseil aidé par cette plateforme digitale. Merci Charles. Juste Charles, un petit élément, j'ai l'impression qu'on t'entend assez mal. Peut-être que ton son est bas ou c'est peut-être une problématique de connexion. Donc peut-être tester déjà d'augmenter le son s'il n'est pas au maximum. On poursuit. Je vais juste rajouter un petit élément en fait par rapport à une étude qu'on a faite sur la base d'utilisateurs de Linkso, de notre application, sur justement le constat de comment nos utilisateurs sont exposés au risque ou pas par tranche d'âge. Donc en fait c'est assez intéressant parce que du coup on a fait l'analyse par tranche d'âge, moins de 25 ans, 25-35, etc. avec des paliers de 10 ans. Et en fait, on s'aperçoit que sur la totalité, quelle que soit la tranche d'âge, on est à plus de 50% avec des actifs qui sont de type monétaire. Donc, on a une grande, enfin, du coup, ça vient vraiment corroborer tout ce qui a été dit là jusqu'à présent, mais on a une exposition monétaire assez importante. Et quand on enlève les livrets de cette analyse, en fait, on tombe à 30% en moyenne, quelle que soit la tranche d'âge. Donc ça veut dire que malgré cette épargne de précaution qui est souvent utilisée pour le livret comme objectif, on est quand même sur encore une diversification qui n'est pas forcément présente, sous-optimale, et qui en fait montre qu'il y a encore de la place à venir travailler une réallocation vers des actifs qui sont peut-être plus rémunérateurs sur le moyen long terme. Voilà. Merci Perrine. Et justement, ça peut amener aussi à cette question qu'il est important de traiter. Hein. Qu'en est-il à vos souhaits. Merci. Pardon. Qu'en est-il des freins comportementaux et surtout, justement, après les avoir identifiés, comment les adresser efficacement pour performer? Je redonne la main à Charles. Merci Aurélie. Est-ce que vous m'entendez mieux? Nettement mieux. J'ai pour mis moi, un casque à l'ancienne. Donc oui, sur les freins comportementaux, je pense que le premier, c'est tout ce qui est lié à la donnée personnelle, à la protection des données. Vous connaissez, je pense que vous avez tous entendu parler de RGPD, etc. Mais ici, on est dans un sujet où, pour l'open finance, le client doit autoriser un acteur à accéder à ses données patrimoniales, donc à son épargne. Déjà, on sait qu'en France, il y a aussi un frein aussi psychologique à parler de son épargne au sens large, même avec un cercle très proche. Ici, le client doit donner accès à ces plateformes, à ces données qui sont très personnelles sur son épargne. Donc, il y a ce premier frein, mais ce frein, je pense qu'il faut le voir autrement, dans le sens où, oui, le client, si on l'incite à donner ses données, mais que, in fine, l'usage qu'on fait de ces données ne lui apporte pas de valeur, c'est sûr qu'il ne va pas l'utiliser. Donc, je pense qu'il y a toute une question d'usage. Qu'est-ce qu'on fait de ces données? Comment utiliser ces données pour inciter le client à le faire? Et il y a plein de cas d'usage et on les évoquera aujourd'hui, mais je pense le premier, et nous, qu'on essaie d'adresser chez Amundi, c'est comment cette donnée-là peut être un levier pour pouvoir proposer des investissements au client final. Je parlais tout à l'heure de plateforme digitale qui a de conseils. Comment utiliser ces données pour que le client final puisse gérer mieux son épargne. Donc ça, on n'est pas que dans du consultatif, c'est qu'on ne va pas juste restituer la donnée que le client a de façon agrégée, ce qui a un intérêt, on va dire qu'il y a une valeur ajoutée qui n'est
immense. Je pense le plus gros intérêt, c'est le step d'après, l'étape d'après. C'est sur base de cette donnée, qu'est-ce que je peux proposer à mon client? Donc en conseil d'investissement, en conseil patrimonial. Donc c'est là, je pense, où est tout l'enjeu et où les acteurs tant traditionnels que digitaux essayent de se positionner. Bon, c'est pas du tout, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais il faut vraiment transformer cette donnée en données actionnables pour le client pour qu'il puisse y voir la valeur ajoutée. Et après, je pense que ça permettra de contourner ce frein. Et c'est ce qu'on voit avec nous, nos clients, pour lesquels on met ce type de service à disposition. Je vais peut-être rebondir sur ce que vient de dire Charles. Alors, je vais peut-être prendre le problème d'une façon différente. Déjà, je vais pouvoir m'interroger déjà sur la question, puisqu'on parle de est-ce qu'il y a véritablement un frein comportemental ou est-ce que véritablement il y a une demande autour de l'agrégateur. Alors, pour illustrer mon propos, je vous propose deux planches qui sont liées à des études que nous avons réalisées en juin 2021 et en juin 2022. La première, elle s'adresse à des épargnants que l'on a interrogés dans le cadre d'une étude sur l'épargne digitale en juin 2021, où on a posé la question auprès des épargnants et des épargnants patrimoniaux si ils étaient intéressés, et quel type d'outils les intéressait tout particulièrement ou qu'ils attendaient dans le cadre de l'épargne digitale. Et on s'aperçoit que la mise à disposition d'un agrégateur, hein, donc ça c'est le tableau de gauche, arrive en très bonne position, et notamment pour les épargnants patrimoniaux, puisqu'il arrive en 3e position, et derrière la mise à disposition d'un simulateur de rendement, ou la possibilité de faire des arbitrages sur son portefeuille. Donc on voit que c'est quelque chose qui est quand même, où il existe une réelle demande sur le sujet. L'autre point, c'est qu'on a posé ce même type de questions, mais cette fois-ci dans une étude portant sur l'épargne retraite et salariale en juin 2022, donc c'est assez récent. Et on a posé la question cette fois-ci non pas aux salariés, mais aux responsables des ressources humaines. Et là aussi, on s'aperçoit qu'en matière d'innovation pour les prestataires de services auprès, en épargne retraite et salariale auprès des entreprises, la mise à disposition d'un agrégateur arrive en seconde position. C'est véritablement un plus pour eux, pour leurs salariés, et notamment pour pouvoir avoir une vision complète entre leur épargne retraite individuelle et leur épargne retraite collective. Merci Pascal. J'ai fini, moi. La main est à Anthony ou Karine? C'est Karine, je crois. J'ai un doute. Oui, c'est à moi en fait. Donc sur la question des freins comportementaux, moi je vais reprendre un petit peu le point de vue des freins conseillés et après côté client, même si les deux s'entrevauchent. D'un point de vue conseillé, c'est vrai que de rajouter une brique d'agrégation dans un parcours, notamment quand on est dans une institution bancaire traditionnelle, j'enlève un parcours digitalisé, full digital, on peut avoir le frein de la longueur du parcours. En tant que conseiller, on n'a pas forcément envie de passer 1 heure et le parcours il est déjà assez long puisqu'on doit répondre à une réglementation qui encadre le conseil. La partie agrégation, si on la met en amont du conseil de réallocation et de la recommandation, ça rajoute en fait une étape qui peut être un petit peu pénible pour celui qui va l'utiliser. Quand on dit ça, en fait, finalement, on peut se dire, bah oui, il y a un premier temps qui peut être un peu long, sauf que derrière, on a une fidélisation de ses clients parce qu'on aura une automatisation de la mise à jour des actifs existants. Donc, finalement, c'est un frein, mais pardonnez-moi l'expression, c'est peut-être un faux problème. Donc, l'agrégation, c'est vraiment, elle peut être aussi antinomique avec une politique commerciale qui est mise en place.
par les directeurs de vente. Pourquoi? Parce que on est depuis des années, et c'est ce qu'a dit aussi Pascal à la question du constat, comment on se situe par rapport à nos finances, mais on est depuis des années, et je trouve que le changement, il se fait petit à petit, mais c'est assez lent. On est toujours dans une approche produit, une approche enveloppe fiscale, où on a du mal à prendre un cran au-dessus et de mettre vraiment le financier qui est d'après moi, hein, donc là c'est vraiment une conviction personnelle, hein, mais qui est d'après moi beaucoup plus stable dans le temps parce qu'il n'est pas corrélé aux différentes lois de finances qui peuvent avoir lieu tout au long d'une vie. Donc en fait, cette partie-là de stratégie, comment je gère ma stratégie de vente de produits financiers, je pense que c'est un frein qui est quand même assez important aujourd'hui pour contre la mise en place d'outils d'agrégation. Alors j'espère honnêtement que ça va changer, j'ai l'impression que c'est en train de changer, parce que justement, on a une demande, et c'est ce qu'a dit Pascal, on a une demande qui vient des clients. Les clients, ils veulent avoir de plus en plus une vue 360, on a besoin d'un service à valeur ajoutée qui permet de suivre nos finances de plus près. Et en fait, on a aussi ce besoin de rapprocher les actifs financiers du client final. Et là, je pense plus précisément à l'épargne entreprise. L'épargne entreprise, c'est pas une action qui est faite par le client final, c'est l'employeur qui va s'occuper en fait du plan d'épargne entreprise. Et donc, il y a une distance naturelle qui est prise. Si on pense à des outils qui viennent agréger tous ces actifs-là, de fait, on rapproche en fait le client final de ces actifs financiers. Et je pense qu'en termes de pédagogie, alors je ne vais pas trop rentrer dans les apports parce que c'est une autre question, mais en tout cas, il y a une justification positive qui est bien présente. Je crois que j'ai été un peu trop longue sur la partie conseiller, donc je vais aller très rapide sur la partie client. Sur la partie client, les freins, en fait, ça revient un petit peu à la même chose, c'est-à-dire que on a un paradoxe, on n'est pas à un paradoxe près, mais on a des clients qui souhaitent avoir de l'agrégation. On voit qu'il y a la demande qui est là. Et en même temps, poser la question aujourd'hui, hein, qui existe, hein, la question elle est posée dans les parcours conseillers, quels sont vos actifs existants? Parce qu'on a cette obligation réglementaire qui est sous MiFID II. Et en fait, c'est une question qui est mal vécue parce que c'est une question intrusive. Et donc, le client, il peut se demander mais pourquoi on me pose cette question, qu'est-ce qu'on va en faire? Et donc, en fait, c'est pareil, les questions, elles sont pas gratuites, hein, normalement, elles ont un objectif d'encadrer le conseil et d'améliorer ce conseil. Mais tant qu'on n'arrive pas à prouver que le conseil sera meilleur, les questions sur les actifs existants, les efforts qui sont attendus de l'utilisateur pour entrer ses logins, mots de passe, pour faire de l'agrégation, ne seront pas au rendez-vous ou seront beaucoup plus difficiles à mettre en place. Voilà pour les freins de vos côtés. Alors, moi, je confirme ce qui a été dit par Charles, mais aussi également par Karine. On a un certain nombre de nos clients CGP qui nous expliquent que certains de leurs clients sont encore assez réticents à confier effectivement leurs identifiants, surtout les identifiants bancaires d'ailleurs, pour permettre du coup aux conseillers d'accéder à leurs actifs directement et en temps réel. Alors la réponse apportée à ce type de freins comportementaux, bon, déjà évidemment il est toujours possible dans les logiciels pour le CGP de renseigner un instantané du patrimoine, une photographie à l'instant T, pour permettre le conseil là tout de suite maintenant. Mais dans ce cas précis, le client devra systématiquement refaire le point lui-même avec le CGP à chaque rendez-vous pour mettre à jour les actifs, etc. Donc c'est pas forcément optimal. Donc, moi, je pense aussi que c'est, comme Karine, que c'est au CGP en fait de faire aussi preuve de pédagogie par rapport à son client pour le guider vers les vertus de l'open finance. Et puis, on peut aussi argumenter sur les sujets de la perte de temps, le risque d'erreur aussi, le fait de ne pas avoir les données directement à la source, le client peut se tromper, etc., peut oublier aussi des choses. Donc voilà, je pense que le CGP, il est au cœur aussi de l'évolution des usages des épargnants. Très clair, merci Anthony. Du coup, après avoir évoqué
les freins comportementaux et comment les adresser efficacement pour performer. On va aussi évoquer les risques. Et sur ce point, c'est Pascal qui prend la main, si je ne me trompe pas. Ah bah avec grand plaisir. Merci Aurélie. Moi je pense que le mot risque, c'est le synonyme du mot agrégateur. En fait, pour maîtriser ces risques, il faut avoir un agrégateur. Aujourd'hui, alors je sais bien qu'en France, le mot risque est un gros mot, surtout lorsqu'on compare à comment utilisent ce mot-là nos amis anglo-saxons. Mais c'est un outil, effectivement, pour maîtriser au mieux la gestion des risques et notamment tous les risques patrimoniaux des épargnants. Alors, bon, bien sûr, j'ai quelques exemples sous le coude présentés sur un joli slide. Alors, d'une part, il y a la problématique de l'immobilier. On en a parlé tout à l'heure sur cette potentielle surpondération. Alors, cette surpondération, on en a parlé en matière de l'immobilier physique. On a parlé de résidence principale. On rajoute la résidence secondaire ou à visée locative. Si effectivement on y ajoute l'immobilier financier, on va se retrouver avec une surexposition assez forte quand même sur ce secteur d'actifs. On peut rajouter aussi le point sur l'allocation au regard de projets. Aujourd'hui, on a une vision qui est de dire on investit pour investir. Ouais, c'est très rare aujourd'hui qu'on a une vision d'investissement en fonction de projets types. Alors, pas ce que font les conseillers, puisque c'est leur habitude de travailler de cette façon-là. Même aujourd'hui, dans l'épargne digitale, on voit arriver ce type de dispositif, mais effectivement, on place de l'argent pour un objectif donné, à un horizon donné. Et là, effectivement, l'agrégateur répond à cette solution-là, puisqu'elle permet de avoir une vision globale du patrimoine et donc d'allouer une partie de l'épargne à tel et tel objectif et selon tel et tel horizon. Donc ça, c'est un élément qui me paraît clé et pourquoi l'agrégateur est un point important. Je rajoute aussi qu'aujourd'hui, les épargnants ont une vision très parcellaire de leur épargne. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à faire des coups et non pas d'avoir une vision globale de leur épargne. On vient de sortir une étude, enfin, qui n'est pas encore complètement sortie, vous allez bientôt la voir, on a sorti un livre blanc sur tout ce qui est investissement en small mid cap. Et c'est assez intéressant de voir l'exposition très forte sur ce segment de marché. Alors on pourrait se dire, bon, peu de gens vont investir sur des fonds avec des titres cotés sur les small mid. En fait, si on cumule les titres vifs listés, plus les fonds dédiés au small mid, plus le capital risque, plus les participations des copains qui ont tous leur entreprise à côté de chez soi, on a une exposition qui est assez forte, puisque nous on a mesuré par exemple qu'il y avait 44% des épargnants patrimoniaux et fortunés qui déclaraient être investis à plus de 30% de leur encours financier en titre de PME ETI. Donc c'est quand même assez conséquent. Donc et ça effectivement avec l'agrégateur ça répond à cette problématique. Je rajouterai un autre point autour du risque. Karine l'a évoqué tout à l'heure, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ces questionnaires MIF, on a la préférence ESG, donc tout ça vient se cumuler, mais tout ça vient se cumuler par produit. Alors c'est un peu ridicule puisqu'on a un patrimoine complet. Ce qui serait bien, c'est d'avoir une vision globale de son patrimoine et de faire ces questionnaires pour l'ensemble de ses patrimoines. Ce qui éviterait de dupliquer à l'infini, à chaque fois qu'on ouvre un nouveau produit, les mêmes erreurs que l'on a fait une fois sur un produit. Et alors que ces produits n'ont pas les mêmes objets et les mêmes horizons. Donc là aussi, je pense que cette vision d'avoir un agrégateur vous permet effectivement d'avoir une vision patrimoniale complète de votre épargne et ensuite de l'affecter à un certain nombre de projets. Karine ? Alors sur les risques, donc moi je vais plutôt parler des risques. Là on parlait des risques du client final. Donc je vais prendre plutôt le risque d'un point de vue conseiller ou distributeur.
Donc la question de l'agrégation, je pense, pose aussi la question de la responsabilité dans un parcours de conseil, puisque en fait, qui va être responsable du conseil si celui-ci s'appuie sur l'agrégation et l'analyse de ses actifs existants. On n'est pas à l'abri, même si on essaye de faire au mieux, on pourra pas avoir une exhaustivité à 100% de tous les actifs financiers que le client peut détenir. Donc en fait, il y a quand même un challenge de comment augmenter, malgré l'outillage technologique, la prise en compte de l'ensemble des actifs et de faire une analyse actif-passif globale. Je pense qu'on a un peu de temps devant nous avant d'arriver à un truc parfait. Donc, il y a quand même cette question de responsabilité de conseil, parce qu'il ne faudrait pas tomber non plus dans le défaut de conseil et de se retourner. Et donc, pour Linkso Connect, hein, par exemple, qui vend ses solutions d'API et d'agrégation, de se retrouver coupable d'un défaut de conseil. Donc là, je pense qu'il y a tout un pan sur les risques réglementaires qui ne sont pas aujourd'hui vraiment adressé parce que l'open banking, on sait que ça a été vu par la Commission européenne, c'est encadré, on a la DSP2, on a un protocole de données, mais en fait sur l'open finance, aujourd'hui, c'est en cours d'instruction au niveau de la Commission européenne. Donc nous, on a de la chance, on fait partie des discussions, on nous demande notre avis, mais voilà, il y a toute une partie de construction de protocoles de données, de modèles de données harmonisés au niveau européen. Donc je vous laisse imaginer le travail et la complexité, parce que du coup, il faut prendre en compte les différentes typologies de comptes, et d'investissement. Je pense que sur les investissements, sur le financier, on a un peu plus de liens communs. Mais donc, voilà, il y a ces risques de responsabilité que je pense qui restent à mener. Je suis complètement en phase, Karine, et je reviens aussi sur ce qu'a dit Pascal. Moi, je pense que le principal risque, c'est le risque de ne pas le faire, de ne Oui, pas agréger, ouais. ces données-là. Et donc, comme le disait très bien Pascal, le principal risque, je pense, dans le conseil que, on va dire, le sujet de diversification. Si on n'a qu'une partie du patrimoine d'un client, et ce qui est le cas sans Open Finance, on a vu, hein, la multiplicité des comptes des clients fait qu'ils travaillent avec, en moyenne, une dizaine de distributeurs d'épargne différents. Et donc, chaque distributeur a un dixième de l'épargne du client, et donc tu n'as qu'une vision d'un dixième du risque global sur lequel l'épargnant est investi. Et donc il y a ce premier risque, et qui est prégnant, et qui est à la fois un risque pour le conseiller, mais également un risque de non-conseil, mais un risque pour le client, de non-optimisation de son patrimoine, et d'être en face de risques potentiels s'il y a des variations assez fortes du marché. Donc ça, je pense que c'est un vrai risque. Et après, je pense qu'il y a un autre point, et je pense qu'il faut aussi, là, on le positionne un peu du niveau du client, dans le sens où voilà, on peut diversifier ses actifs, mais je pense qu'il y a aussi un point qu'il faut le voir comme une opportunité pour les conseillers d'accéder à cette donnée, et donner, il le fait, hein, le conseiller, hein, comment dire, son audit patrimonial initial, donc il met à jour. Ici, je pense qu'il y a un point, c'est que c'est grâce à cette technologie, c'est mis à jour automatiquement. Donc on a automatiquement les mises à jour de son patrimoine, donc on voit automatiquement comment ça évolue sans qu'il y ait une action manuelle. Donc il y a une partie de risque opérationnel, et donc qu'on réduit pour le conseiller de gérer cette donnée-là, et ses entrées manuelles. Il y a également, je pense, une opportunité, dans le sens où les enveloppes qui sont à la concurrence pour un distributeur chez les autres peuvent être des leviers de croissance pour le conseiller. Donc d'avoir accès à la data qu'a le client chez les autres distributeurs, on peut utiliser cette donnée pour la transformer en potentielle source de collecte pour le conseiller. Donc voilà, il y a presque que des avantages à cette partie d'Open Finance. Après, voilà, je suis d'accord avec Karine sur le fait qu'il y a des risques technologiques, réglementaires, légaux, qui encadrent un peu tout ça, mais la réglementation tend dans le sens de cadrer l'ensemble de ces processus. Je conclurai juste sur un point, je pense que c'était pertinent aussi ce que disait Pascal, c'est que aujourd'hui, il y a autant
risque profil MIF, de SG que de distributeur de produits. Et donc le client peut même répondre différemment chez un client et chez un autre. Donc il n'y a pas d'homogénéité. Alors il y a quelques initiatives dans d'autres pays, là, parce qu'on travaille beaucoup aussi en Inde avec Amundi, on a une joint venture là-bas avec une des principales banques. Voilà, l'Inde, je pense qu'il faudrait aussi s'en inspirer un peu. Ils sont un peu en avance sur certains sujets. Par exemple, le KYC est complètement centralisé. Donc un client a un seul KYC et toutes les banques peuvent utiliser ce KYC pour, on va dire, procéder à l'ouverture de compte. On en est encore loin, hein, mais je pense qu'il y a ces initiatives, mais DSP2 rejoint un peu ces sujets-là de fond, hein, d'harmonisation de l'accès à la donnée. Je pense que voilà, on est plutôt dans la tendance de fond où on va aller vers ça, où on va harmoniser un peu ces processus pour faire en sorte que les risques qu'on a évoqués, on puisse les éviter. Oui, et puis on a parlé aussi des risques au niveau de la sécurisation du patrimoine, donc je reviens là-dessus un petit peu. Donc, bon, bien sûr, hein, les outils digitaux permettent la détermination des profils de risque, ce qui est un premier rempart quand même à tout ça. Pascal qui a parlé des questionnaires MIF, on a parlé aussi des préférences ESG. Donc c'est un premier rempart, bon, une obligation légale aussi surtout. Mais une fois le profil édité, il faut pouvoir aussi ajuster le curseur de sécurisation des placements en fonction de ce profil. Et là, je reviens sur la nécessité l'intérêt plutôt d'avoir une vision globale du patrimoine financier. Et c'est ce qui permet, c'est ce que permet justement l'agrégation dont on parlait tout à l'heure. Et ça permet de vraiment distinguer la part sécurisée, donc le monétaire, l'immobilier, tout ça, et puis les parts de placement qui sont un peu plus, qui sont un peu plus risquées, quoi. En tout cas en général. Et après, pour les solutions de financement qui sont proposées dans la continuité des solutions de gestion de patrimoine, on a aussi dans les outils digitalisés des outils de scoring ou de pré-scoring qui permettent d'identifier les failles en amont. C'est-à-dire, par exemple, pour un chef d'entreprise, on peut quand même aller chercher des informations clés sur l'entreprise qui permettent de voir un petit peu comment on peut en amont préparer un peu le client par rapport au risque qu'il peut prendre sur tel ou tel type de placement. Merci Anthony. J'en viens à la dernière question, puisqu'on avait quatre axes de discussion. Et Karine, je vais te laisser commencer à apporter tes premiers éléments de réponse. Quels sont les apports et les perspectives de l'Open Finance et par extension, comment s'outiller pour performer? Toi, Karine. Alors, comment s'outiller? Je pense qu'on a une très bonne équipe commerciale qui pourra vous aider à vous outiller. Donc ça c'est la minute pub. Sinon les apports et les perspectives de Open Finance. Donc ça c'est ma question, c'est celle que je préfère. C'est la plus simple parce que du coup on est vraiment dans une dynamique positive et comment utiliser la technologie pour améliorer le conseil. Donc je vous cache pas que c'est un de mes sujets de prédilection parce que ça fait 15 ans que je suis ces sujets et j'en ai même fait mon mémoire d'études il y a 15 ans, donc pour vous dire. Donc je suis convaincue, que ça peut apporter pour le conseiller, pour l'industrie en fait, si je dois résumer le conseiller derrière une industrie de distribution de produits financiers. Pourquoi ? Parce que je fais le constat que par exemple sur la partie reporting, il n'y a pas eu de grandes évolutions de personnalisation de reporting financier pour le client final. J'imagine donc des briques d'agrégation, j'imagine de l'analyse des transactions et en fait des préférences de l'investisseur. Et donc à ce moment-là, je peux imaginer mettre en place des reportings complètement personnalisés selon finalement les actifs financiers investis par le client. Donc déjà, ça peut être un exemple de cas d'usage. Donc on pourrait voir des reportings qui sont différents finalement par rapport à tous nos clients et qu'on soit plus dans une uniformisation de ce service de fin de parcours en fait. Donc ça personnalise et encore une fois, ça peut rapprocher le client final de ses actifs financiers et de mieux comprendre par rapport à ses préférences.
Ensuite, on a toute la partie ESG qui prend de plus en plus de place. On l'a vu dernièrement avec l'ajout des préférences ESG. Mais c'est pareil, là, il y a plein de cas à imaginer pour un reporting global. Parce que on a une vision, alors on a beaucoup de données sur la partie ESG, ISR, climat, etc. Mais finalement, de l'avoir au niveau de tous ces actifs, ça peut être intéressant, ça peut vraiment avoir une valeur. Comment moi, dans mon investissement, dans mon épargne, j'agis d'un point de vue, par exemple, ODD. Objectif de développement durable. Bon, ça peut être aussi intéressant de mettre en place ce genre de reporting, et ça peut se faire qu'avec en fait cette brique d'agrégation, de récupération des investissements. Ensuite, j'ai en tête des apports de projection dans le temps, de rendement. Donc là, c'est pareil, on a les informations, on peut les pousser vers des scénarios selon plusieurs scénarios d'ailleurs, de stress, mais voilà, quelque chose qui n'est pas statique, comme on peut le voir dans les documents d'information réglementaires. Donc vraiment, encore une fois, toujours cette idée de personnaliser et rapprocher l'utilisateur de ses actifs financiers. Et puis, d'un point de vue donc vraiment industrie, donc comment aussi je rentabilise mes investissements d'outillage, en fait, là, étant donné que j'ai l'information de mes transactions, des mouvements des opérations qui sont sur mes comptes, on peut imaginer de la mise en place donc, de CRM, d'opportunités commerciales qui vont en fait se déclencher par rapport à des mouvements qui sont peut-être sur des comptes en dehors de l'établissement qui les met en place. Donc, en fait, rapatrier aussi des actifs pour les réallouer vers des produits donc peut-être à meilleure rentabilité, et donc toucher des frais de gestion et donc augmenter sa rentabilité aussi. Et je vais fermer, après je vous promets, je vous laisse la parole pour les clients. Pour les clients, en fait, l'apport, je pense qu'on l'a dit tout le long, donc je ne vais pas passer 20 ans dessus, mais c'est la transparence. La transparence, ça ouvre en fait une multitude d'informations. Donc après, c'est à nous c'est à nous concepteurs de vraiment l'utiliser dans un but de clarifier, d'aider finalement l'utilisateur, le client. Donc on peut parler d'optimisation des frais. Je pense que on peut se donner rendez-vous dans 5 ans, mais j'espère voir une diminution des frais, une optimisation qui permettra d'avoir une meilleure rentabilité dans le temps pour le client final. Et donc, en fait, en un mot, c'est optimiser ses placements et se projeter peut-être plus dans une dynamique moyen-long terme, en dehors d'enveloppe fiscale, plus sur le financier, mais avec ce bonus de laisser aussi l'humain apporter ce conseil fiscal et d'optimisation plutôt juridique. Voilà pour moi. J'espère que j'ai pas été trop longue. C'était parfait, Karine. Je vais rebondir sur deux, trois des sujets que tu as évoqués, parce que je pense qu'en effet, sur les apports, on en a beaucoup parlé, mais vraiment l'intégration de l'ensemble de ces données, la consolidation de l'ensemble de ces données, elle est clé tant pour le client que pour le conseiller dans leur gestion de leur patrimoine au quotidien. Et donc ça amène plein de cas d'usage différents, parce qu'avant l'open finance, Karine l'évoquait en introduction, il y a l'open banking, donc c'était d'abord on avait plutôt les comptes cash, et donc il y a plein de cas d'usage qui apparaissent, plein de nouveaux acteurs. Les banques utilisent ces données pour faire plein de choses différentes, pour aider le client à mieux gérer son cash au quotidien. Et je pense qu'on va avoir le même phénomène qui va arriver sur l'open finance, et les cas d'usage qu'évoquait Karine, je pense, sont pertinents. C'est comment exploiter cette donnée pour en trouver de nouveaux cas d'usage qui vont aider le client et le conseiller. Donc, je pense, si on voit par exemple ce que fait Amazon avec la donnée de nos clients pour pousser le client et proposer d'autres produits lorsqu'il en a acheté un, les cas d'utilisation de l'open finance vont
clairement pouvoir nous permettre de traiter ce genre de cas. Donc, ce qu'on appelle aussi le next best action, c'est quelle est la prochaine action qu'on va pouvoir proposer tant en tant que client final qu'au conseiller pour trouver le produit adéquat. Produit adéquat qui va, avoir, on va dire, le meilleur taux de conversion, c'est que le client, on sait qu'il va être enclin à l'acheter, donc c'est-à-dire qu'on ne pousse pas des choses sans intérêt pour le client, et deux, qui soit complètement aussi en phase avec son profil de risque qui est global. Donc, on va avoir une multitude de data qu'on va récupérer, on en récupère déjà, et ça va faire que s'enrichir. Une fois que, et je pense qu'avec la réglementation aussi qu'on évoquait, avec les DSP3, DSPX, et les nouveaux noms et les nouveaux acronymes qu'on aura trouvés pour gérer ces problématiques, on va arriver sur plein de cas d'usage qui vont faire que on va pouvoir proposer aux clients une meilleure façon de gérer son épargne. Ceci étant dit, et ça rejoint ton deuxième point sur comment s'outiller pour performer, c'était aussi un de mes points d'introduction. La data en tant que telle, c'est bien, mais c'est comment on l'utilise. Et donc là, il faut impérativement s'équiper d'un point de vue technologique, donc pour récupérer la data, mais également pour l'enrichir. On évoquait tout à l'heure la diversification, mais la diversification, quand on est investi sur des fonds, il faut aller un cran plus loin dans l'analyse des fonds. Et donc, il faut enrichir cette data avec de la donnée qui ne vient pas de l'open finance, mais qui vient, on va dire, d'autres fournisseurs de marché. Donc, on va faire que engranger de la data. Et cette data, il va falloir l'enrichir et l'utiliser pour gérer ces différents cas d'usage. Et donc, voilà, moi, c'est un peu ma vision de comment ça va évoluer. C'est aussi comme ça qu'on se positionne chez Amundi et chez Amundi Technologies dans nos réflexions sur les outils. C'est utiliser cette data au mieux pour le client et pour le conseiller. Pascal? Ah oui, avec plaisir. Alors bon, je vais essayer de prendre un autre angle et de voir un petit peu comment aujourd'hui l'open finance répond à des enjeux de l'épargnant de demain et en tout cas des formes d'épargne de demain. Alors aujourd'hui, la vie d'un épargnant, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, il a plusieurs vies, hein, donc comme toute vie moderne, et effectivement, notamment en France, on va s'apercevoir qu'il a des nouveaux besoins. Alors d'abord, c'est la problématique d'épargne retraite, hein. On voit qu'il y a en ce moment un basculement hein, vers l'épargne de retraite par capitalisation, plus que vers et un peu moins de répartition, qui est quand même un modèle qui est purement franco-français aujourd'hui. Donc le passage à des formes de capitalisation, elles sont un peu diffuses, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, entre l'épargne retraite individuelle, l'épargne retraite collective, qui n'est pas unique, et tout ça, effectivement, on a des nouveaux besoins et qu'il faut qualifier, il faut gérer, et on parlait tout à l'heure du rôle de l'agrégateur sur les enjeux de retraite, ils sont clairs. Moi, je rajouterais un autre élément dont on parle assez peu, on a eu la chance de faire une étude pour la financière de l'échiquier sur ce sujet, c'est sur les chocs entre générations. Et donc, effectivement, on a dans ce pays, on a des baby boomers où ils ont eu les quatre fées qui se sont penchés sur leur berceau, hein, la prospérité, le plein emploi, la croyance dans le progrès, la paix. Hein. Donc, effectivement, et maintenant, ils se disent, mais comment je fais pour aider les plus jeunes, et notamment les jeunes générations, à retrouver à la fois une activité et une épargne financière qui va leur permettre de survivre dans ce nouveau monde. Hein. Donc, c'est un mot, ça s'appelle l'équivalence ricardienne dynastique. Alors, désolé pour ceux qui ont fait de l'économie il y a très longtemps. Pour résumer plus simplement, c'est aime tes enfants de telle façon que la dette que tu leur laisses ne soit pas un fardeau. Hein. C'est ça l'équivalence ricardienne. Et donc, effectivement, aujourd'hui, cette génération de baby boomers, contrairement aux X d'ailleurs, hein, sont très conscients de ça et cherchent à trouver des solutions pour y remédier. Et là encore, l'agrégateur est un instrument qui doit leur permettre d'avoir, en ayant une vision complète de leur patrimoine, de trouver des solutions pour dire comment mieux transmettre, et notamment aux générations futures, en fonction de leurs besoins. Ça, c'est un élément clé, je pense qu'il faut toujours avoir en tête, et l'agrégateur peut y répondre, en tout cas pour partie.
J'ajouterai un autre élément sur l'évolution de l'épargne, c'est les formes de sous-jacents. Donc aujourd'hui, on épargne, on l'a vu, on a du physique, on a du listé hein, avec des titres vifs ou des titres ou via des parts de fonds. On a du non-coté qui devient tout ce qu'on appelle l'illiquide, qui prend des parts que ça va effectivement du private equity à la dette sur de l'infrastructure ou même de l'infrastructure, de l'immobilier, mais aussi ça passe aussi par de la NFT. Et demain, on aura la tokenisation. Hein. Donc demain, c'est pas demain après-demain, hein, c'est demain. Hein. Et donc là, effectivement, il va falloir avoir une vision qui va devenir de plus en plus complète de l'ensemble de son patrimoine. Et surtout qu'à ces formes de sous-jacents qui deviennent multiples, il va falloir ajouter de nouveaux comportements. Et qui, sur les jeunes générations, hein, sur les Y et les Z, qui très intéressés par l'épargne, eux, hein, puisqu'on le voit dans toutes les stats aujourd'hui, mais qui ont des comportements d'épargne qui sont très différents de ceux qu'avaient les baby boomers et les X, et notamment sur l'épargne identitaire, c'est-à-dire qui prennent en compte des préférences liées à leur consommation d'achat, des marques. Hein. On voit par exemple, on vient de faire une étude encore sur l'investissement responsable, on s'aperçoit que ceux qui consomment bio, en tout cas qui se disent consommer bio, investissent aussi dans des produits responsables ou des produits durables. Donc on voit qu'il y a une proximité entre sa consommation et sa façon d'épargner. Et là aussi, il va falloir pouvoir le prendre en compte, et c'est important quelque part de pouvoir agréger ces comportements d'épargne avec effectivement l'épargne réelle telle qu'elle est conçue dans son portefeuille. Il y a un autre comportement qui me paraît aussi important à ne pas oublier, c'est l'épargne en meute. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a de plus en plus toujours dans ces générations, on voit effectivement que les gens ont une tendance, compte tenu du fait qu'ils sont peu conseillés, à investir de la même façon en fonction de la proximité et des proches qu'ils ont. Et je rajouterai un troisième élément qui me paraît très important qu'on a pu noter, c'est l'épargne de proximité. C'est-à-dire qu'il y a un fort intérêt pour investir dans notre territoire, dans des entreprises locales. Et ça, c'est un élément clé. Et là aussi, dans les préférences ESG, c'est pas quelque chose qui ressort d'une façon claire. Et là, pour l'agrégateur, il va falloir prendre en compte cette notion-là. Et l'agrégateur est capable de faire tout ça. C'est-à-dire à la fois avoir une vision de ce qu'on cherche à faire, de pouvoir gérer par projet en fonction de type d'horizon et en fonction des objectifs qui sont affiliés à ça, tout en prenant en compte l'ensemble des comportements et des nouvelles formes de sous-jacents qui peuvent exister. Merci Pascal. Et puis moi, du coup, je vais conclure sur cette question donc, de quels sont les apports et perspectives de l'Open Finance et surtout comment s'outiller pour performer. J'insiste sur la notion de s'outiller déjà. On n'insistera jamais assez sur le gain de productivité que proposent les solutions d'Open Finance et puis d'une manière plus générale les solutions tout en un, notamment celles qui permettent à la fois de gérer le patrimoine, mais aussi les dossiers de financement, par exemple, auxquels le conseiller peut avoir recours pour gérer le patrimoine de son client. C'est le cas, par exemple, de nos solutions. Donc, au-delà de ce qui a déjà été dit, c'est aussi le potentiel d'erreur de reporting qui a été minimisé, hein, on en a parlé avant. On visualise l'actif à la source. Donc, là aussi, les intérêts de l'Open Finance sont plus qu'évidents. La data en temps réel permet aussi de faire des prévisions à long terme et pas que au moment où on parle avec son client. Donc ça, c'est aussi un des intérêts principaux. Et puis autour de l'Open Finance, c'est aussi l'obtention automatique d'informations telles que les états financiers des sociétés, par exemple, qui permet de mieux adresser les risques et de mieux diversifier la génération de capital. Okay. Aurélie, juste 2 secondes. Est-ce que je peux rajouter un point? En fait, c'est par rapport au... T'avais fini, Anthony, hein, je t'ai pas coupé. Oui, j'ai terminé, ouais, pas de problème. C'est par rapport à ce que disait Pascal là, sur l'exploitation des données. Et en fait, j'ai oublié de parler dans les apports ou cas d'usage sur ce point-là. En fait, je vais rebondir concrètement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait
mettre en place en fait un algorithme d'intelligence artificielle qui analyse les transactions, les opérations qui sont dans nos comptes de placement, qu'on corrèle tout ça au marché et en fait on pourrait voir quand est-ce qu'on vend, quand est-ce qu'on achète et du coup déterminer des profils de risque. Sans et donc comme on a les transactions aussi, côté banking, on pourrait faire un lien sur la partie consommation, préférence d'investissement et créer en fait des sortes de personas. Ça permettrait de vraiment finalement automatiser, aider un maximum la mise en place des profils de risque et compétences financières et préférences d'investissement ESG de manière beaucoup plus automatisée, gain de temps et en fait vraiment celle du client parce qu'aujourd'hui j'ai quand même un doute sur qui complète ces profils. Et on n'aurait pas tous le même profil parce que je crois qu'en moyenne, on est tous équilibrés. Donc, on est content quand on a ça, mais en fait, est-ce que c'est vraiment le profil investisseur qu'on a? Je suis moins sûre. Donc là, voilà, je pense qu'il y a quand même des améliorations d'outils, de technologie à faire sur cette partie qui n'a pas bougé depuis quand même quasiment 15 ans. Et j'ai vu là dans le chat qu'il y avait des questions là-dessus justement. Je fais le lien. J'ai fait une consultation avec l'AMF dans une autre vie sur le profil de risque où justement ça fait partie de mes vœux pieux. J'aurais bien voulu avoir un profil de risque géré en centralisé parce que ça a du sens que ça soit un seul profil de risque par individu ou par ménage. Enfin, voilà, il y a quelque chose à faire. Et en fait, la réponse de l'AMF à l'époque, c'était de dire que ce n'est pas le rôle de l'AMF, ce n'est pas le rôle d'une institution étatique de prendre la responsabilité de faire des profils de risque. Donc en fait, leur rôle, c'était arrêter à faire l'étude de comment on fait un profil de risque le mieux possible, mais en aucun cas, ils pouvaient se substituer en fait au choix du fournisseur de profil de risque. Voilà. Mais peut-être que ça peut changer. Hein. Une belle ouverture. Peut-être qu'il y a quelqu'un de l'AMF dans les inscrits. Merci Karine et merci d'avoir traité une question aussi dans le chat parce que je sais qu'il y a eu plusieurs questions qui ont été posées. Bon, il est déjà 12h07 donc ce que je propose c'est que on récupère les questions, Olivia, Mylène ou Alexandra, pour pouvoir les partager aux différents speakers et on vous apportera une réponse précise dans les prochaines semaines, prochains jours, prochaines semaines, à ces différentes questions comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, mais avec les différents speakers, on va faire plus simple. Le mot de la fin, je vous propose, Karine, Anthony, Charles, Pascal, en un mot, de conclure ce sujet sur l'Open Finance et les perspectives que vous y voyez. Qui veut commencer? Pascal, peut-être? On commence par le plus vieux, c'est ça? Non, pas du tout. Donc la voix de la sagesse, peut-être. Ouais, moi j'ai deux mots. Alors par contre, ils sont pas en français, donc pour ceux qui me connaissent, ça va être un peu compliqué. Et puis surtout grâce à mon super accent. Donc moi je pense qu'il y a quelque chose qui colle bien à ça, c'est must-have. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agrégateur, ça fait partie des briques de la pédagogie financière qu'il est nécessaire de mettre en place pour faire passer nos épargnants dans un monde qui se rapproche du monde anglo-saxon des épargnants. Et là, c'est un outil qui me paraît indispensable. Ensuite, Charles, peut-être? Mais moi, j'avais deux mots aussi, mais je vais essayer de prendre la consigne. Mais pour moi, c'est plutôt le open de Open Finance. Donc, c'est le côté ouvert. Et dans les deux mots, je l'avais trouvé plutôt dans architecture ouverte. Parce qu'on le voit, donc, dans architecture ouverte de produits financiers. Donc, qu'un distributeur, un producteur de produits financiers et un client va être
multi-produits, multi-sous-jacents, mais également multi-enveloppes et multi-distributeurs de produits d'épargne au sens large. Et donc, voilà, la tendance est plutôt dans cette multi-bancarisation, je dirais pas à l'extrême, mais presque. Voilà, même maintenant, les clients peuvent avoir plusieurs comptes courants, alors que je pense qu'historiquement, avoir plusieurs comptes courants, je pense que ça ne devait pas courir les rues. Mais on va avoir la même chose sur l'ensemble des enveloppes financières. Et donc, il faut l'open finance pour pouvoir adresser ce sujet. Merci Charles. Je propose à Anthony de poursuivre. Pareil, deux mots. Ouais, bah moi, il y en a trois. Enfin, c'est une extraction, mais c'est gain de temps, tout simplement. Parce que, voilà, c'est quand même. Derrière tout ça, il y a une volonté de faciliter les choses. On parlait tout à l'heure du monde anglo-saxon avec Pascal. Bah, l'efficacité, en fait. Voilà, l'efficience, le gain de temps. Merci. Et enfin, Karine, un mot. Je gagne les enchères, 5 mots. Prise de conscience et transparence. Donc prise de conscience du client final, je pense, par rapport à sa répartition, à l'analyse de ses actifs de manière globale. Et prise de conscience aussi sur une optimisation de parcours et donc une récolte d'informations qui se veut exhaustive. Et donc le dernier mot, c'est transparence, parce que là, du coup, c'est vraiment l'open finance, c'est ça, hein, c'est de pouvoir récupérer les données, donc avoir une transparence sur ces actifs et donc améliorer toujours le parcours, l'expérience, la connaissance client dans un objectif de rentabilité un peu plus élevé, que ce soit pour l'industrie ou pour le client final. Parfait. Très belle conclusion. Merci à tous. Merci à vous quatre de votre disponibilité et d'avoir apporté un contenu enrichi et de qualité. Merci à l'audience qui a été présente et nombreuse aujourd'hui. Je suis convaincue qu'on aura d'autres événements de ce type avec cette audience et en tout cas, je l'espère. Donc, on va pouvoir conclure aujourd'hui sur ces belles dernières paroles et on vous donne rendez-vous pour de prochains live panels, que ce soit sur le sujet de l'open finance ou open banking, open data, qui sont aussi de vastes sujets. Merci à tous et une bonne fin de journée. Merci. Merci Aurélie.